Alors, je vais juste peut-être corriger l'introduction qui vient d'être faite à ma présentation. En fait, il me semble que j'en avais évolué vers parler d'une intelligence artificielle particulière. Vous avez vu qu'il y a plusieurs domaines dans la présentation d'Amélie, dont celle des systèmes multi-agents qui avait été citée. Donc, c'est faire un éclairage sur ce qui se fait en IA à Valence, parce qu'on a un laboratoire de recherche qui s'appelle le L6, dans lequel se développent des travaux de recherche en intelligence artificielle. Et du coup, je vais parler de ce topic-là en particulier, vous l'introduire. Et puis après, donc, je vais faire la transition aussi vers la présentation suivante d'Anthony Gélibert de Carbon Bee, en parlant des métiers de l'IA et des formations en IA, essentiellement localement, mais je parlerai de la région au sens large. Euh, donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Jean-Paul Jamon, moi, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Valence, donc l'Université Grenoble-Alpes. Et comme je vous l'ai dit, je fais mes travaux de recherche dans un laboratoire public, qui est le laboratoire L6, donc le laboratoire qui est juste en face du lycée Briffaut, en fait, qui est hébergé qui partage des locaux avec les CISAR, mais ce n'est en aucun cas le laboratoire de les CISAR. C'est un laboratoire qui regroupe les enseignants-chercheurs de Valence, de l'UGA, de Grenoble-INP, qui partagent un même intérêt, un intérêt pour une thématique fédératrice qui est les systèmes embarqués communicants au sens large. Donc, si vous m'interrogez, alors j'ai pas orienté ma présentation sur les objets connectés, qui était, je viens de l'apprendre ce matin, le thème, un autre thème initial qui avait été pensé par les organisateurs. Mais par contre, je peux éventuellement répondre à des questions sur le lien entre ce dont j'ai parlé et les objets connectés. Donc, le laboratoire L6, c'est un laboratoire qui regroupe une trentaine d'anciens chercheurs donc, sur Valence, à peu près autant d'étudiants en thèse qui préparent un doctorat et de postdoc. Et donc, il y a trois équipes de recherche. Une équipe qui s'occupe plus sur les aspects radiofréquences et communication sans fil, ce qu'on a l'équipe OR6. Donc, des gens qui sont plutôt de la physique, de la microélectronique, et qui s'intéressent par exemple à l'identification radiofréquence. Une équipe qui fait plus de la sûreté et la sécurité des systèmes embarqués et pervasifs. Donc ça, il y a eu des questions sur la cybersécurité. C'est des spécialistes de la cybersécurité, avec une particularité qui sont à la fois intéressés sur des aspects transversaux, matériels, logiciels, l'articulation entre les problématiques qu'il peut y avoir sur les deux aspects. Et donc, c'est David Elie, un autre collègue de Grenoble INP, de les Césars, qui dirige ce groupe, et une équipe qui est celle que j'ai le plaisir de diriger, qui s'appelle Coordination, Coopération et Contrôle des systèmes complexes, où là, on s'intéresse beaucoup à la notion de système multi-agent, à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Je vous ai mis les noms parce que malgré qu'on soit très proche géographiquement, et c'est un des avantages, et je remercie le campus à ce sujet, il y a des passerelles les passerelles qui existent entre le laboratoire, la recherche, l'enseignement supérieur et les lycées sont des fois un peu sous-exploités. Et moi, par exemple, je suis très heureux quand on m'invite dans des lycées à parler des formations du supérieur, à parler de mes travaux de recherche, etc. Et je le ferai avec vraiment beaucoup de plaisir si vous me sollicitez. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Je suis même déjà intervenu dans des collèges pour parler d'IA à des jeunes, les sensibiliser sur le sujet-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter et je vous donnerai mes coordonnées en fin de présentation pour qu'on discute d'éventuellement de travaux pratiques, de ce que vous voulez. Alors, bon, dans l'auditoire, il y a beaucoup d'enseignants. Donc, mon objectif, tout en introduisant mon domaine de recherche, que j'enseigne d'ailleurs, j'enseigne en licence pro en école d'ingénieur, c'est aussi d'essayer de vous laisser entrevoir à vous des sujets d'expérimentation, de discussion avec vos étudiants, enfin vos élèves, vos apprenants. Alors, si à la fin de la présentation, j'ai aiguisé votre curiosité et que je génère plein de frustration parce que vous auriez aimé en avoir beaucoup plus sur ce dont j'ai parlé, eh ben, en fait, je serais très content de mon travail et j'estime que j'aurais réussi ma présentation. Alors, mon objectif quand j'enseigne mon domaine de recherche à mes étudiants, c'est vraiment de les amener à penser différemment la construction de leur système, la résolution de leurs problèmes. La résolution de problèmes, Amélie en a beaucoup parlé, c'est vraiment un sujet qui est important parce qu'on a plusieurs philosophies, on s'inspire de plein de domaines différents. Et en fait, il y a un biais souvent qui est lié aux enseignements, qui fait que les élèves, les étudiants, on les amène on leur a inculqué une manière de voir les problèmes, de les traiter. Et donc, c'est d'essayer d'ouvrir leur horizon. Et tout ça, généralement, quand je leur fais découvrir mon domaine de recherche, je commence par les faire travailler en groupe et je leur donne des sujets et puis je leur demande de concevoir, de me proposer les grandes lignes euh, de l'architecture, de la topologie d'un système qui répondrait aux besoins que je leur propose. Par exemple, je leur propose toujours le cas de la domotique et je leur dis, ben,
Voilà, dans le cas de la domotique, admettons, on se limite à la régulation de température, hein, qui est un tout petit aspect de la domotique. Donc je leur explique, je leur précise un peu les contours du problème et je leur demande de me construire le système de régulation de température. On arrive tout le temps, donc je vais pas faire ce jeu avec vous parce que les conditions distancielles, alors j'aime beaucoup ça, jouer avec, «le public» entre guillemets, enfin mon auditoire, mais là je pense que les conditions en distanciel, c'est pas les meilleures conditions. Donc là, je leur demande, de faire ce travail-là et quasiment tout le temps, on va me proposer un automate central, un système, alors qu'on appellera thermostat, enfin qu'ils vont appeler thermostat, système de chauffage, enfin de plein de noms différents, sur lequel arrivent tous les capteurs, sur lequel arrivent les commandes des actionneurs. Et donc forcément, à partir de l'écart entre les consignes, ce qu'on la température qu'on souhaite dans une pièce et puis la température qui est mesurée, ils vont donc distribuer la commande. Donc c'est généralement la topologie, hein. Je ne crois pas avoir une topologie différente de celle-ci une seule fois depuis le temps que j'enseigne mon domaine de recherche, les systèmes multi-agents. Après, je les challenge aussi sur des cas de recherche de chemin dans des réseaux. Donc là, par exemple, je me mets dans le cas de l'instrumentation sans fil, des réseaux ad hoc. Donc, c'est des réseaux dans lesquels la portée d'émission est limitée. Donc, pour communiquer avec tout autre capteur, euh, tout autre nœud dans le réseau, on a besoin d'intermédiaires. Et donc, je leur demande, ben, proposez-moi une solution pour permettre à tout agent de savoir de communiquer avec un autre, enfin, excusez-moi, je dis agent, c'est parce que, évidemment, moi, j'ai une vision multi-agent de ces systèmes, mais c'est tout capteur, tout nœud, toute station de communiquer avec une autre. Et là, pareil, hein, très vite, ils vont nous arriver à une solution. Chaque nœud, il va se reconstruire un modèle complet du réseau, le graphe, et après, on va appliquer des techniques traditionnelles de recherche de plus court chemin dans des graphes. Donc, les algorithmes de, enfin, c'est ce qu'ils ont appris, en fait, de Bellman-Ford, de Zriska, etc. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, en fait, mais je vous demanderai ça tout à l'heure. Éventuellement, je me permettrai une question à l'auditoire tout à l'heure. L'exemple numéro 3, le cas de la robotique industrielle. Donc là, on a plusieurs robots qui vont travailler en même temps sur un même véhicule. Il faut éviter les collisions. Pareil, donc je leur demande, proposez-moi une architecture de système pour éviter les collisions. Donc on met un observateur, ils nous proposent tout le temps un observateur extérieur qui va observer la scène, éventuellement avec de l'IA, et qui va après contrôler la position des robots pour éviter les collisions. Et là, tout doucement, je vais les guider vers d'autres types. Alors, je ne sais pas si vous avez senti là où je voulais en venir. J'ai pas envie de spoiler ma remarque qui sera dans 3 slides, mais j'espère que certains d'entre vous ont commencé à sentir là où je veux vous amener. Et là, typiquement, c'est des sujets où je vais plus les faire évoluer dans leurs propositions vers ce que moi j'aimerais qu'ils ressentent avant que je fasse moi-même la conclusion, qu'ils tirent leur conclusion avant que moi je le fasse pour eux. Donc, dans ce quatrième exemple, je leur dis, ben voilà, par exemple, on a une entreprise avec plein de succursales dans plein de pays différents. On veut construire un système de recherche de compétences. Donc voilà, par exemple, je cherche dans l'entreprise quelqu'un qui sait programmer en Python, qui sait faire de l'IA et qui parle le russe, et donc qui permet comme ça de trouver des profils. Et donc là, tout systématiquement, on va me proposer un modèle, une base de données centrale, auquel tous les employés s'enregistrent, et après on fait une requête sur ce serveur de base de données pour trouver les profils de compétences, les gens qui vont répondre aux besoins qui a été exprimé. Donc il y a l'idée de mettre un serveur central. Après, je vais les challenger sur des choses où généralement leur expérience du jeu vidéo les amène à la conclusion que je veux aborder, que je n'ai toujours pas citée. Heu, donc là, je leur dis par exemple, ben voilà, je suis en train de planifier, de revoir, le réseau routier dans une ville. Donc je rejouer les plans de feu, retravailler les plans de feu, éventuellement voir comment je peux jouer sur les artères principales pour fluidifier l'écoulement. Donc je veux simuler un écoulement de véhicules dans des villes, selon des scénarios que je vais donner, et je veux identifier les congestions. Comment on ferait pour faire fonctionner un tel simulateur? Et là, très souvent, hein, pareil, ils font un lien parce que le vocable que j'utilise, la sémantique que j'utilise, les termes que j'utilise, pardon, je parle de flux, et cetera. Ils font un lien avec l'hydraulique et donc ils ont une vision très macro. Et pour terminer, hein, un 2e exemple, je vais arrêter là, enfin, c'est des exemples. Je leur parle de simulation de création de scène comme dans Le Seigneur des Anneaux, où on a des milliers et des milliers de soldats qui paraissent tous différents, qui paraissent tous avoir des comportements différents, qui se battent. Et je leur dis: «Ben voilà, pour créer ce genre de scène, ben comment vous feriez? Quel système, quelle architecture vous proposeriez?» Et là, ils sont un peu plus embêtés parce qu'ils ont conscience des limitations de calcul, des problèmes de calcul, et cetera, de la complexité que ça représente. Et là, généralement, ils sont plus en échec, enfin, ils se rapprochent un peu à l'exemple précédent de la simulation de véhicule, mais ils sont un peu plus en échec. En fait,
que je veux leur montrer quand je joue avec quand je les fais travailler en petits groupes sur ces exemples-là, c'est qu'en fait, tous, ils pensent centraliser. Et en fait, les systèmes multi-agents, donc le domaine de recherche qui m'intéresse, c'est un domaine qui s'intéresse à permettre la construction de systèmes à intelligence décentralisée. Alors, on peut se poser la question de c'est quoi concrètement la décentralisation? Donc il y a plein de définitions et c'est beaucoup les économistes, les politiques, les juristes qui sont intéressés à ces concepts de décentralisation et on va retrouver dans toutes les définitions, alors dans tous les textes, l'idée de transférer une tâche, une compétence, une ressource, d'accord, d'un nœud central vers un tiers qui éventuellement peut être un subordonné. Et en fait, très vite, il y a un concept qui est important qui émerge, c'est la notion d'autonomie, qui fait la référence au droit de se gouverner par ses propres lois. C'est le sens qui est généralement donné dans les textes de ces travaux-là, et qui aussi a une autre acceptation qui est la faculté d'agir librement. Et en fait, concrètement, quand on fait un système décentralisé, un système artificiel, qu'on construit un système logiciel par exemple, ou un système robotique, un système d'objets connectés décentralisé, un point important, ça va être de considérer que chaque objet est autonome, qu'il a le contrôle de son comportement. En informatique, on va du coup souvent opposer la distribution à la décentralisation. Quand on parle d'informatique distribuée, généralement, on parle de la distribution de tâches, de calculs, d'opérations. Et quand on parle de décentralisation, c'est quelque part de la distribution de l'aspect décisionnel, de la prise de décision. Donc, et il y a un lien très important qu'on va faire entre la décentralisation dans les systèmes artificiels qu'on construit et l'autonomie, c'est en fait le fait justement que quand on construit le système, on va considérer que le système, qu'un système qu'on va solliciter, d'accord, est capable de dire non. D'accord. On peut lui dire ben, déplace-toi là-bas, et le nœud peut dire non, je ne veux pas. Et après, s'il implémente des modèles argumentatifs, il peut éventuellement expliquer pourquoi il refuse, mais il a une obligation, il a le contrôle de son comportement. Et donc, ce que va induire la décentralisation, c'est c'est concrètement des besoins de coordination, de collaboration, de coopération. Donc la coordination, c'est le fait de ordonner ensemble, par exemple, de rassembler à plusieurs des pièces d'un puzzle pour le produire quelque chose qui est plus grand que ce qu'on fait individuellement. Donc trouver un bon agencement de tâches, par exemple, qui a été réparti sur différents nœuds, etc. Il y a la collaboration, le fait d'élaborer ensemble, de trouver une solution, négocier éventuellement pour un objectif qui est consensuel. Il y a la coopération, donc là, c'est opérer ensemble. Alors, les définitions ne sont pas toujours enfin, suivant les communautés, souvent on a des définitions qui peuvent être différentes. Mais dans la coopération, souvent, on désigne plutôt un mode de relation où les individus vont participer volontairement à l'accomplissement d'un travail. Il n'y a pas cette notion d'obligation contractuelle, par exemple, qu'on peut avoir dans le cadre de la collaboration, par exemple. Et très souvent, on va mettre en œuvre des techniques de négociation. Donc, toutes les démarches qu'on va implémenter dans le système pour lui permettre de parvenir à un accord qui va satisfaire un objectif, enfin, au mieux les objectifs des différentes parties qui sont impliquées dans la négociation. Et puis, il peut aussi y avoir des modèles d'argumentation, le fait de vouloir des modèles qui vont permettre de convaincre d'autres nœuds, d'autres entités, les rallier à des objectifs qui sont partagés a priori pas par lui, etc. Et puis, on voit aussi beaucoup le terme d'auto-organisation qui fait référence à l'émergence de structures, etc. En fait, dans les systèmes multi-agents, si je veux un peu simplifier, forcer le trait, on on est dans une opposition entre l'IA, l'intelligence artificielle centralisée et l'intelligence artificielle collective. En fait, c'est passer de Matrix à Matrix Révolution, en fait, pour faire simple. C'est pour ceux qui aiment bien cette trilogie. En fait, pour moi, construire un système multi-agent, c'est vraiment avoir une vision sociale des systèmes complexes qu'on veut représenter, qu'on veut modéliser. D'accord, par exemple, des systèmes à objets connectés, les voir comme des sociétés ouvertes d'agents qui sont logiciels et matériels, qui vont raisonner localement avec des vues partielles du système global. Et vu qu'ils n'ont pas toutes les connaissances et tous les savoir-faire, les compétences pour accomplir les différents objectifs qu'ils ont, ou les objectifs des organisations auxquelles ils appartiennent, des systèmes auxquels ils appartiennent, eh bien, ils vont devoir interagir et s'auto-organiser. Et du coup, on va retrouver dans les propriétés essentielles de la modélisation la notion d'autonomie, où on ne voit pas les nœuds comme des services qu'on va invoquer au besoin. D'accord. Et après, il y a une propriété qui va être une propriété qui est le corollaire de la précédente, qui va faire que, à partir du moment où les nœuds sont capables de dire non, ils ont contrôle de leur comportement, c'est que la décision au niveau global du système, elle est décentralisée. Et puis la troisième propriété, c'est que ces entités, elles sont quand même coopérantes. Elles ont un intérêt, d'accord. Alors, on peut modéliser cet intérêt de plein de manières différentes, mais à interagir avec les autres et à participer, à aider les autres à accomplir leur objectif à partir du moment où ils ne sont pas incompatibles avec leurs propres objectifs. Après, en termes d'inspiration, ce que j'aime beaucoup dans mon domaine de recherche, c'est toutes les inspirations qu'il y a. Donc, il y a plein d'inspirations biologiques et souvent,
Donc du coup, dans le système multi-agent, c'est les propriétés émergentes, les comportements émergents qui vont résoudre pardon, le problème. D'accord? Et au passage, dans cette famille de techniques qu'on peut avoir dans le système multi-agent, il y a l'optimisation par colline fourmi, qui est très abordable en fait par même des élèves, qui n'ont pas peur des notations mathématiques. Mais en fait, on peut expliquer presque sans faire des maths l'optimisation par colline fourmi, dans une certaine mesure, hein. Il y a aussi plein de modèles qui viennent de la physique, qui viennent, donc sur, par exemple, les modules particuliers, sur où les forces d'attraction, et cetera, peuvent jouer un rôle dans les approches de type swarm, type comportement de foule, et cetera. Et puis aussi, une aspiration qui est très forte dans les sciences humaines. Et donc là, il y a la notion de production collective qui en fait, est une forme d'émergence, mais on utilise plutôt le vocable de production collective. Oui, l'émergence, je n'en ai pas vraiment parlé. Alors, c'est un phénomène, enfin, c'est aussi un concept qui fait encore beaucoup de débat, mais c'est l'idée de voir apparaître des choses dans un système qui ne sont pas anticipées, on a l'impression que quelque chose est apparu et qu'on ne l'avait pas programmé, ce qui est souvent faux, hein, évidemment, les ordinateurs n'étant que des machines à calculer. Euh, En tout cas, l'humain, l'observateur externe, des fois, il ne fait pas le lien entre ce qu'il observe et ce qu'il a programmé, ou ce qu'on lui a dit des règles qui s'appliquaient aux entités qui sont en interaction. Alors, après, souvent avant de commencer, parce qu'on peut aller dans des choses très complexes, mais j'aime bien les faire jouer, mes étudiants, pour commencer à la faire sentir la décentralisation. Pour toujours dans l'esprit de dire, vous êtes conditionnés et on vous a toujours appris à penser centralisé, à faire un modèle complet du système, du problème à résoudre, et puis à agir sur ce modèle, trouver des solutions tout seul, entre guillemets, sur ce modèle-là. Et ça conditionne évidemment les solutions informatiques qu'on produit. Par exemple, des choses très classiques, hein, comme le tri. Donc, j'ai des valeurs à trier. Donc, on a appris le tri à bulles, ça, ils savent très bien faire, nos étudiants, en tout cas en informatique. Le tri par insertion, ça aussi, c'est des choses très classiques. Et je leur donne, en fait, je prends des rangées d'élèves, je leur donne des bouts de papier avec des nombres, et je leur dis, là, maintenant, sans, je ne veux pas que quelqu'un collecte tous les papiers pour faire le tri, comment collectivement vous pouvez résoudre le problème et proposer un tri. Et en fait, bon, je les guide, hein, parce qu'au début, c'est un peu désarçonné, et puis évidemment, je suis plus précis que ça dans mes consignes, parce que sinon, on peut imaginer plein de solutions. Mais en fait, une solution très simple, c'est de dire, je regarde le nombre que j'ai, je regarde le nombre que j'ai à droite, et puis s'il est plus grand, bah, je permute mes deux petits papiers. Et donc, ça permet de montrer aussi des problèmes de coordination, parce qu'à un moment donné, on peut être deux à vouloir prendre le même bout de papier. Et puis ça permet aussi de montrer s'il y a un problème qui y a souvent dans les approches décentralisées, c'est qu'en fait, on peut constater qu'à un moment on a convergé, qu'il n'y a plus de modification, mais on a du mal à estimer le temps qu'il faut pour converger vers une solution. Ce qui se fait très bien dans les approches centralisées, qu'on est très bien capable de représenter. Un autre problème, très simple aussi, c'est je leur dis, ben voilà, j'ai des robots qui sont déployés sur une surface, je veux qu'elles se rejoignent à l'isobarycentre, au centre de gravité, entre guillemets, euh, qu'ils forment. En fait, très vite, hein, ils sont capables, enfin, en tout cas ceux qui sont un peu qui sont le plus à l'aise avec l'informatique, de dire oui, ben, on connaît les positions, on récupère, il y a un agent qui récupère un nœud, pardon. Je dis toujours un agent parce que, je répète, hein, j'ai une vision multi-agent des problèmes, mais il y a un robot qui va récupérer, ou un ordinateur qui récupère la position de tous les robots, qui fait le calcul de l'isobarycentre et qui dit à tous les robots, ben, allez à ce point-là. Et puis après, je leur dis, ben, comment on pourrait faire ça sans cette étape de collecter, où on regroupe toutes les positions pour les faire arriver à ce point-là. Alors, bon, ils n'y arrivent pas toujours, mais moi, je les aide, je les accompagne beaucoup là-dessus. Et en fait, par exemple, si je dis au robot 1 de suivre le robot 2, le robot 2, de suivre le robot 3, le 3, de suivre le 4, le 5, le 5, le 1, en fait, ils vont aller à l'isobarycentre sans qu'à un moment donné, on ait eu besoin de calculer cette isobarycentre. Et un problème d'ailleurs dans ma communauté de recherche qui est important, c'est comment je fais quand je n'ai pas cette solution experte pour la trouver. Comment je peux faire pour trouver une solution décentralisée à un problème. Donc, c'est des problèmes méthodologiques qui ne sont pas complètement résolus et qui sont assez compliqués. Mais qui ne sont pas à la mode parce qu'il n'y a pas plein d'équations mathématiques dans tous les travaux. Une autre application que j'aime beaucoup aussi, parce que pareil, avec des choses très simples, on peut montrer des choses qui sont assez puissantes, c'est par exemple les problématiques de routage dans les réseaux ad hoc, donc les réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, dans ces réseaux-là, souvent, on utilise beaucoup de flooding, qu'on n'a pas de connaissances sur le réseau global, donc on fait de l'inondation. Donc, beaucoup de solutions, DSR, DSDD, etc. Il y a une étape où, au moment, on inonde le réseau. Et du coup, c'est un coût énergétique très élevé.
Et puis pour diminuer le volume d'inondation, une technique possible, une stratégie, ça peut être de spécialiser les rôles des agents, des nœuds, pardon, excusez-moi, des stations. Et donc c'est un peu les couleurs que vous voyez sur ce graphe sont liés à des rôles. C'est une représentation visuelle d'un rôle. Donc en rouge, c'est les chefs de groupe, ceux qui vont administrer les communications au sein d'un groupe. En vert, c'est les nœuds qui sont passerelles entre plusieurs groupes. Ils permettent à plusieurs chefs de groupe de communiquer. Et les jaunes, c'est les nœuds qui ont aucun rôle actif dans la communication. Ils vont communiquer que quand ils ont un message à envoyer ou à recevoir. Et ça, par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à ces problèmes-là au début des années 2000, où les solutions, c'était beaucoup des gens de la théorie des graphes qui proposaient ces solutions et ils faisaient proliférer des phénomènes. Donc, ils commençaient à construire la coloration du graphe, si vous voulez, ils les faisaient proliférer récursivement, etc. Et moi, en fait, par exemple, avec mes approches centralisées, je suis arrivé à des solutions qui sont excessivement simples. Et au début, ça me frustrait beaucoup parce que je disais, mais on va se foutre de ma gueule quand je vais dire, là, l'algo que je propose, je suis un peu cru dans mon vocabulaire, pardon. Là, la solution que je propose, on va me dire, mais c'est excessivement simple, enfin, ça ne mérite pas d'être publié. Et en fait, c'était souvent très apprécié par la communauté, notamment réseau, la simplicité de solution. En fait, je vais donner les grandes lignes de la solution, c'est un peu plus compliqué que ça en vérité. Mais c'est par exemple, voilà, en gros, je vais parler en couleur parce que sinon, enfin, je ne suis pas sûr que vous ayez tous enregistré les rôles que j'ai donnés. Si autour de moi, donc tous les nœuds vont se dire, si autour de moi, j'ai pas de rouge, eh ben, je deviens rouge. Si autour de moi, j'ai exactement un rouge, je deviens jaune. Et si autour de moi, j'ai j'ai au moins 2 rouges, eh ben, je deviens vert. Et en fait, cet algorithme très simple-là, alors je répète, j'ai caché des petites choses, je pourrais vous les dire si vous me posez des questions, mais cet algorithme-là, qui est excessivement simple, qui demande juste d'envoyer une requête pour découvrir son voisinage et puis connaître le rôle de son voisinage, en fait, permet d'arriver à cette coloration-là, par exemple. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction à mon domaine de recherche, les systèmes multi-agents. Vous avez compris que mon objectif, c'est de construire des systèmes collectifs avec tous les problèmes qu'il peut y avoir quand on veut faire de la simulation centrée individu, ce qu'on appelle la micro-simulation, quand on veut faire de la résolution collective de problèmes, quand on veut construire des systèmes à architecture répartie et décentralisée. Donc, on m'avait demandé quand même de parler des métiers de l'IA, donc ce que je vais vous faire. Mais vous avez compris, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'apprentissage, hein. Mais par contre, du coup, j'ai fait ce travail d'inventaire des métiers de l'IA. Et donc, je vais vous prendre un à un tous ces métiers. Je vais vous expliquer les missions qui leur sont confiées, les compétences qui sont nécessaires, les salaires moyens, les perspectives d'emploi, enfin d'évolution, etc. Évidemment, je ne vais pas le faire, sinon je pense que j'ai peut-être même déjà dépassé mon temps de parole. Par contre, il y a une super vidéo qui le fait, qui s'appelle Les métiers de l'IA. Je vous ai mis ce lien-là. C'est eux qui ont fait cet inventaire-là. En fait, il y a pas encore les libellés, les intitulés de poste n'ont pas encore vraiment convergé. Il y a pas des chacun, suivant la dimension du projet, suivant le type d'entreprise, etc., peut mettre des missions différentes derrière des intitulés de poste. Mais eux, ils le font dans cette vidéo-là en faisant le lien entre les métiers et le cycle de vie de la donnée. Avec, il y a 2 grandes étapes, hein, la récupération de la donnée, où il y a plutôt les data engineers, mais enfin, et donc qui s'occupent en gros de toute la chaîne de mesure, de transport, de traitement, de stockage des données, qui sont plutôt des informaticiens des bases de données, de l'architecture logicielle, de la sécurité des réseaux, d'accord. Et puis ceux qui vont, une fois que la donnée a été identifiée, récupérée, stockée, qui va permettre l'exploitation. Et donc là, on arrive dans la deuxième phase, et c'est là qu'on va retrouver les data scientists, les data analystes, etc., qui sont pour les data analysts plutôt des statisticiens, des gens de la BI, pas de la business intelligence, et plutôt pour les data scientists, des gens qui sont du machine learning, qui savent conduire une analyse de données, en fait. Pour ce qui est de formation, alors je vais commencer par le plus local. En IA, à l'ECISAR, il y a, dans la filière IRC, il y a eu la volonté de faire de l'IA, et donc il y aura 2 grands modules d'IA dans la formation en 5e année. Donc, un module sur l'intelligence artificielle distribuée, décentralisée. Donc, ça, c'est les systèmes multi-agents. Ce sera un cours de système multi-agents, en fait. Et un cours de machine learning. Et j'ai mis le logo de l'IUT de Valence parce qu'en fait, dans ces cours-là, la plupart des intervenants sont en fait des collègues, enfin, sont des gens de l'IUT de Valence. Parce qu'en fait, historiquement, dans mon équipe qui fait de l'IA, il y a beaucoup de gens qui sont anciens chercheurs à l'IUT. Plus loin, je vous mets aussi des liens parce que enfin, ça serait prétentieux de ma part de penser qu'en quelques minutes, je vais pouvoir vous parler des formations. Mais en gros, il y a un institut d'IA qui est à Grenoble, il y en a 4 en France,
qui prend de l'ampleur et qui fait justement qui a un rôle, qui a un volet formation. Donc sur ce site, avec le lien que je vous mets, vous pourrez accéder à 2 grands types de profils de formation qui sont donnés dans l'UGA, dans l'Université Grenoble-Alpes. Donc des formations qu'on appelle cœur de l'IA, où là l'objet d'étude c'est l'IA, c'est les algorithmes pour l'IA, c'est l'apprentissage automatique, le raisonnement symbolique, la vision par ordinateur, et des formations qui sont plus l'IA comme un outil qu'on appelle IA et application, où là c'est comment j'utilise l'IA, donc c'est plutôt comment j'utilise des solutions toutes faites sur étagère d'IA pour des problèmes de santé, des problèmes d'industrie 4.0, d'environnement, etc. Et j'oublie pas, aussi que dans notre région, il y a plein d'autres sites universitaires. Donc pareil, il y a aussi évidemment dans toutes les formations informatiques, on veut attirer des étudiants, on veut aussi, répondre à des besoins des entreprises. Donc on développe, à fond l'IA. Mais par exemple à Lyon, il y a un master d'IA depuis très longtemps, où on fait aussi d'ailleurs du multi-agent. À Saint-Étienne, il y a aussi, des masters, notamment Web Intelligence, qui maintenant est devenu système cyberphysique et data et je sais plus quoi. À Avignon aussi, il y a des gens mais qui sont plus à la base dans le traitement naturel des langues, de mémoire, mais il y a aussi des masters, des parcours IA, etc. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je suis désolé, j'ai été beaucoup plus bavard. Il y a des choses, enfin, j'ai dit beaucoup plus de choses que je pensais le faire initialement. Et je répète, hein, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Ça me fera, alors, et à me relancer si je réponds pas tout de suite. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous répondrai et que éventuellement on pourra construire des choses ensemble. Je termine juste pendant la partie de questions en exposant quelques livres qui parlent du sujet. Puis je fais aussi de la pub pour des livres que j'ai édités ou des revues que j'ai éditées, notamment dernièrement. On parlait d'objets connectés ce matin. Le thème central, le thème qui est mis en avant dans la réunion, de la conférence des systèmes multi-agents qui est hébergée par la plateforme AFIA, donc par la plateforme de l'Association française d'intelligence artificielle, c'est Collectif Cyberphysique. Et du coup, c'est vraiment les objets connectés qui en sont dans leur cœur. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on va passer aux questions. Une question. Oui. Moi, je voudrais faire le lien. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que la blockchain, c'est finalement une application du multi-agent? Alors, oui, certains. Alors, en fait, c'est toujours ces contributions qui sont à l'interface de plein de domaines différents. Et puis souvent, quand une communauté enfin, a une contribution significative, on a l'impression qu'il y a un chercheur qui est tout seul à proposer quelque chose. Très souvent, ce chercheur, il a des inspirations, il s'inspire sur plein d'autres contributions. Et par contre, et même dans l'histoire des sciences, il y a plusieurs fois où il y a eu des conflits parce qu'il y avait des paternités de, de contributions, de solutions qui étaient contestées. Et en fait, mais c'est le fonctionnement de la recherche. Et c'est le fait qu'à un moment donné, on a tous, on a des besoins, on a des problèmes qui peuvent être similaires, qu'on va voir avec des casquettes différentes, et on contribue tous à l'élaboration de ce type de solution. Donc, moi, je connais personnellement des gens comme Laurent Vercouter, qui est professeur à l'INSA de Rouen, qui travaille sur la confiance et la réputation dans les systèmes multi-agents et qui très vite s'intéressait à ces problèmes de blockchain, etc. Donc oui, en tout cas, je ne dis pas que, que le blockchain est multi-agent, mais on peut tout à fait effectivement le voir comme quelque chose qui s'est inspiré des systèmes multi-agents, des travaux dans les systèmes multi-agents, et comme une contribution qu'on peut présenter avec une vision, une casquette multi-agent, tout à fait. Plus d'autres questions? En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me contacter hein, si vous avez une interrogation future qui émerge plus tard. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Une question super pratique. Je suis Mélanie de l'animation du Lab. Et je voulais savoir si on montait un atelier d'1h30 avec des collégiens ou des secondes.
Avec plaisir, vous pouvez, alors je serais très heureux d'interagir avec eux. J'ai déjà fait l'expérience de présenter l'IA à des collégiens. J'avais été invité à un collège à Étoile et j'avais été très satisfait j'avais trouvé ça super. C'est l'occasion de fantasmes. Je vous entends pas très bien en fait. Enfin, je sais pas si vous avez arrêté de parler ou si vous avez continué. Je vais vous écrire du coup. OK, très bien.